C'est le dernier épisode de cette première saison de Contraste. Et oui, dans cette première saison, on a essayé de vous vulgariser de la socio en veux-tu, en voilà, et on espère que ça vous aura poussé à vous intéresser aux sciences sociales. Vous avez probablement lu tous les livres qu'on vous a recommandés, en tout cas. Alors, en tout cas, je les ai pas lus. Comment ça? Mais fais un peu semblant. En plus, il y a des bouquins faciles à lire, et puis là, on voit un sujet simple aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on va vous parler de l'alimentation. Parce que figurez-vous que ce que vous mangez, c'est aussi une construction sociale. Enfin, vous mangez pas littéralement des constructions sociales, mais ce que vous mangez est construit socialement. Enfin, quand vous cuisinez, vous construisez pas socialement votre plat. Enfin si, mais... Ah, et puis merde. Super, c'est super bien vulgarisé là. On est bon. Est-ce que vous connaissez la pâte à tartiner Elmorgen? مع كل حطة نتاع الطابلة كانوا يحبوا لمسة حلوة. Cette pâte à tartiner aux noisettes venue d'Algérie a fait beaucoup parler en France à l'été 2024. Ouais, elle a même fait le buzz sur la toile, comme on disait. Au point où les gens se bousculaient pour l'acheter. Tenez madame, comme ça l'application oui pas, allez-y. Bye bye. C'est lui qui a fait enquête directe, s'il vous plaît. Dans aucun magasin on les trouve parce qu'elles sont toutes en rupture de stock. Dès qu'on trouve sur internet des endroits, on fonce. Un phénomène qui n'est pas allé sans provoquer quelques ricanements de la bonne société. Les ricanements, oui, mais dans des chroniques d'humour finement ciselées. La pâte à tartiner que tout le monde s'arrache. Alors, elle est algérienne, tu manges une cuillère et 1, 2, 3, viva l'hypoglycémie. C'est le Nutella arabe. Arabe. Cette séquence vous en rappellera peut-être une autre avec une autre pâte à tartiner. Souvenez-vous, c'était en 2018. Les fans de pâte à tartiner se sont rués dans les magasins jusqu'à entraîner de véritables émeutes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans certaines villes, la police a même dû intervenir. Ça rappellera peut-être un épisode d'Ouvrez les guillemets aux anciens, celles et ceux qui étaient là depuis le début. Donc quand je dis starting from the bottom, vous répondez tous now we here. Starting from the bottom, now we here. Starting from the bottom, now we here. Let's go. Ah oui, mais vous aviez fait un épisode sur cette histoire de Nutella. La critique de la foule stupide allait souvent de pair avec une critique des pauvres qui ne savent pas consommer. Ils savent pas que le Nutella c'est plein d'huile de palme. Franchement, moi j'ai mon propre noisetier, j'ai une armée d'écureuils bio pour faire les récoltes, et après je fais mon propre Nutella, enfin c'est super simple. Encore une fois, la bouffe a l'air d'être le sujet le plus approprié pour le mépris de classe, parce que ça a l'air d'être un sujet anodin. Alors non, effectivement, c'est pas anodin. Déjà parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde mange. Manger, vous savez ce que ça veut dire manger? Bah oui. Voilà, manger, donc c'est l'inverse. Oh, je comprends pas, mais c'est pas grave. Je vous fais une tartine? Et puis, vous commencez à avoir l'habitude si vous regardez tous les épisodes de Contraste, mais comme le reste, notre alimentation est située socialement. Vous avez peut-être eu des réactions différentes face à cette séquence médiatique sur Elmorgen ou le Nutella. Oui, de « ça a l'air trop bon, j'aimerais en trouver pour faire plaisir à mes gosses » à « mais comment les gens peuvent se battre pour un truc qui a l'air plein de sucre ?» Et ben en fait, il y a un monde social. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Parce que malgré son importance, l'alimentation, c'est un thème qui est assez peu abordé dans l'espace médiatique. Pourtant, c'est un sujet qui est étudié par les sciences sociales depuis les années 1900. Oui, aujourd'hui, c'est carrément devenu un champ de la recherche à part entière, la sociologie de l'alimentation. Quand on parle du vote, c'est la sociologie du vote, et quand on parle de l'alimentation, c'est la sociologie de l'alimentation, ils sont forts pour trouver des noms, les sociologues. Les chercheurs parlent donc d'alimentation depuis les balbutiements de la sociologie. Que ça soit Émile Durkheim, Marcel Mauss ou Norbert Elias, tous ces auteurs ont à un moment ou un autre parlé de ce qu'on mange, de comment on le mange, de comment on se tient à table, ou encore de comment on apprend aux enfants à manger. Ça, c'est le début du XXe siècle, mais il y a évidemment des travaux plus récents. Notamment les travaux d'un petit sociologue qui n'a pas eu la chance de percer de son vivant. Ah, de leur mentir, c'est encore Bourdieu. Et pas que, Grignon aussi. Claude et Christiane Grignon qui nous ont fait un magnifique graphique de vos goûts alimentaires en fonction de votre classe sociale. Ce qu'il et elle appellent tout simplement des goûts de classe. Bon, c'est un peu le bazar, on va essayer de décrypter ce graphique. Notez juste qu'il est plus vraiment à jour, il date de 1980. La télévision couleur, c'est plus trop une marque de statut social. En gros, vous avez un axe 1 qui correspond à la classe sociale, au capital économique, et un axe 2 qui correspond au capital culturel. Le questionnaire qui a été proposé par les Grignons a permis de dégager des pratiques sociales de l'alimentation. On peut voir que logiquement, se priver de resto et faire ses courses en grande surface, c'est un truc de classe populaire, alors qu'aller à la fromagerie ou avoir une bonne cave, c'est un truc de riche. Mettez la vidéo en pause sur le graphique si vous voulez en savoir plus. Ouais, en fait, ça rejoint ce qu'on disait dans notre vidéo sur Bourdieu et le bon goût. Oui, d'ailleurs, allez la voir. Et puis abonnez-vous à Blas, faites un don et tutti quanti. L'important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. En gros, ça veut dire qu'on se construit socialement en opposition par rapport à des goûts qu'on considère moins bons et moins valables que les nôtres. Le Nutella, c'est un truc de pauvre. Moi, personnellement, j'achète du nocciolata, ce qui fait de moi une meilleure personne. Dans leur ouvrage de synthèse Sociologie de l'alimentation, Thomas de Pecker, Philippe Cardon et Marie Pless nous parlent des goûts de classe, qui sont situés socialement. Les goûts, c'est-à-dire les consommations alimentaires, sont des expressions de la classe sociale. Dans cette perspective, le goût n'est pas juste un des 5 sens.
Il englobe les représentations et pratiques sociales qui permettent d'apprécier des consommations, les siennes mais aussi celles des autres, et de juger si elles sont de bon goût au regard de son propre milieu social. Comme pour le reste que l'on considère comme étant de bon ou mauvais goût pour l'alimentation, on le considère par rapport au goût des autres. Aller au Buffalo Grill ou faire une dégustation de vin et fromage, ça sera pas perçu pareil en fonction du milieu social dans lequel vous évoluez. Il faut aussi noter que les pratiques évoluent. Tenez, au moment où les Grignons font leur graphique, le café soluble c'était un produit novateur, un truc acheté par les classes supérieures pour se distinguer. Alors qu'aujourd'hui, c'est un truc rapide à faire, de qualité moindre, et puis c'est plutôt un truc de prolo ou d'étudiants fauchés. Le café c'est un super truc à raison de 2 à 3 tasses par jour, mais vous pouvez en prendre plus si vous le tolérez. Plus largement, dans l'histoire récente, il y a eu d'importantes évolutions dans les habitudes de consommation des Français. Voilà ce qu'explique Aurélie Maurice, chercheuse en sciences de l'éducation, sur les habitudes de consommation actuelles des classes populaires. Concernant les aliments consommés, ces personnes consomment davantage de féculents, notamment de pommes de terre, moins de fruits et légumes, plus de viennoiseries, de charcuteries, de quiches, de pizzas, d'aliments préparés et de soda. L'évolution majeure, elle est assez simple à trouver. C'est un type d'aliment qui autrefois était exclusivement quasiment consommé par les riches et qui aujourd'hui est majoritairement consommé par les classes populaires. Un indice chez vous ? Une bonne vieille viande issue de chez nous. Indice subtil, j'ai envie de dire la viande ? C'est ça, bravo. En effet, la consommation de viande, autrefois signe de distinction des plus aisés, s'est démocratisée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans ce très intéressant bouquin de Faustine Régnier, Distinctions alimentaires. Depuis les années 1970, l'élévation du niveau de vie a permis l'accès aux produits carnés des catégories les moins favorisées, qui consacrent à la viande une part plus importante de leur budget que les ménages les plus riches. En quantité consommée, les ouvriers mangent davantage de viande que les cadres. Dans les classes populaires, consommer de la viande en grande quantité, c'est un signe qu'on est capable de bien se nourrir et de nourrir sa famille. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas qu'une question de prix. Les gens de classe populaire achètent de la viande même si ce n'est pas le produit le moins cher. Les discours recueillis en catégorie modeste mettent moins en évidence le coût de la viande que l'importance de cet aliment dans les consommations au quotidien. Ce qui domine dans les préoccupations, ce sont plutôt les stratégies pour se procurer autant de viande qu'on le souhaite. Et oui, les pratiques sociales ne sont pas uniquement liées aux critères financiers. Oui, c'est vrai pour la gentrification dont on vous parlait dans une autre vidéo, et c'est vrai aussi pour l'alimentation. Parce que si c'était uniquement une question de revenus, on ferait pas de sociaux. On pourrait juste écrire un algorithme avec les revenus des gens et en déduire des pratiques sociales. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que selon votre milieu social, l'alimentation, elle aura pas le même rôle. Alors la vision préventive de la santé qui vise à prévenir l'apparition de maladies en adoptant des comportements sains prévaut en milieu supérieur. En milieu populaire, les personnes ont davantage une vision curative de la santé, c'est-à-dire qu'elles ne se préoccupent de leur santé qu'à partir du moment où elles ont une maladie qui se déclare. D'un côté, on a des classes supérieures qui mangent davantage de légumes et de produits frais et qui perçoivent avant tout l'alimentation à travers ses effets sur la santé. Et de l'autre côté, on a des classes populaires qui sont plutôt critiques des normes de santé et qui prennent leur alimentation surtout pour tenir, surtout dans des métiers physiques. La différence de classe se voit aussi dans les manières d'alimenter les enfants. Chez les classes supérieures, on apprend aux enfants à manger sain de manière équilibrée. C'est ce qu'on apprend dans un des témoignages présents dans le bouquin de Faustine Régnier. Mais maintenant, je suis fière du résultat, quoi. Mais mes enfants, si tu leur mets un fruit et une danette à côté, ils prennent le fruit. Y a pas photo, quoi. Je trouve ça très très bien. Laura, 43 ans, cadre. Chez les classes populaires, c'est pouvoir donner à manger à ses enfants, en grande quantité, qui est valorisé, quitte parfois à se priver soi-même. C'est très bien raconté par l'écrivain Romain Gary dans La promesse de l'aube. Elle refusait d'y toucher elle-même, et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes, et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain, qu'elle mangeait ensuite avidement, et, malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Et oui, aussi de la littérature maintenant, on se la pète. Il faut bien se distinguer, hein. Oui, puis c'est vrai que ça correspond à une réalité des classes populaires qui est documentée scientifiquement. Les sociologues Marie-Clémence Lepape et Marie Pless documentent ces pratiques dans un article consacré au petit déjeuner paru en 2017. Selon elle, nombre de parents de classe populaire sautent ce repas pour foncer au travail, tandis que les autres classes sociales mangent bien leurs 3 repas par jour. Ainsi, ne rien manger de solide le matin est une technique du corps bien ancrée dans la culture alimentaire des classes laborieuses, parce que particulièrement adaptée au mode de vie des populations qui ne maîtrisent pas leurs horaires de travail. Pouvoir se contenter d'un café ou être capable de partir le matin à jeun peut dès lors être vu comme une compétence. Il s'agit d'habituer son corps à tenir le coup, afin de pouvoir prendre en charge d'autres activités, qui permettent de se maintenir intégrés dans le tissu social. Et pourtant, ces parents de classe populaire offrent quasi systématiquement un petit-déj bien consistant à leurs enfants avec des tartines, des céréales, des yaourts, bref, des choses qui tiennent au corps. Par contre, pour les classes aisées, on va considérer comme valorisant le fait d'apprendre aux enfants à repérer des aliments de saison, sains, et puis à contrôler son alimentation.
C'est dans ces classes sociales qu'on retrouvera des limitations, voire des interdictions autour de certains aliments comme les sodas, les bonbons ou encore la nourriture de fast-food. Pour les cousins, j'ai également trouvé des vitamines. Et oui, on a besoin de vitamines. Là, on a de la vitamine A dans les carottes, ça, c'est bon pour la vision. On a également de la vitamine C dans les oranges, ça, c'est pour être en forme. Et puis aux cousins, je pourrais également ramener de la vitamine D, c'est bon pour la croissance. Et la vitamine D, on la trouve dans le poisson. Cette différence de conception, elle se voit dans le rapport aux normes. Les normes, c'est les recommandations des pouvoirs publics. Vous savez, les trucs comme manger 5 fruits et légumes par jour, là. Oui, tout le monde comprend les normes, mais tout le monde ne les reçoit pas de la même manière. C'est la thèse principale du livre de Faustine Régnier. Pour faire simple, les classes supérieures et intermédiaires souscrivent pleinement à ces normes et essayent de les appliquer. Les classes populaires ont un regard critique dessus parce que ça correspond pas à leur vision de l'alimentation. Les plus précaires, eux, n'ont pas du tout le temps de s'en préoccuper. Votre fils, lui, veut manger ça, sachant qu'hier, il a mangé, ça déjà. Bah quoi? L'idéal, vous savez, ce serait de manger ça. Mais bon, ça finirait comme ça. Non merci, ça va aller. Alors pour mieux manger, commencez simplement par améliorer un plat que vous aimez déjà. Cette différence de rapport à l'alimentation se perçoit aussi dans les différences de rapport au corps. On l'a dit, pour les classes aisées, l'alimentation et la santé sont très liées, et dans ces classes, la maigreur est perçue comme un signe de bonne santé. La question du contrôle du poids, par exemple, en comptant les calories consommées, c'est quelque chose qui occupe une place centrale dans la vie des femmes de ces milieux. Franchement, je serais toi, j'éviterais. Mais non, tu peux te faire plaisir, ces Weight Watchers. Ne vous prenez plus la tête, les plats cuisinés Weight Watchers, c'est seulement 3% de matière grasse. Chez les classes populaires, c'est un peu différent, on écoute Faustine Régnier. Les femmes, évidemment, connaissent bien ces normes de la minceur, qui sont véhiculées par exemple dans les médias et notamment dans la télévision, mais en même temps, elles se situent dans un groupe social, leur groupe d'appartenance, où en moyenne on est plus corpulent et où en moyenne l'obésité est plus développée. Donc être un peu rond, ou un peu gros, ou en surpoids, c'est pas être en situation d'anormalité. Elles se trouvent, ce qu'on peut le dire, en situation de normalité de fait dans leur groupe social d'appartenance. Bon, comme d'habitude en sociaux, là c'est des règles générales, mais il y a des nuances, il y en a toujours. Par exemple, quelqu'un issu d'un milieu populaire mais qui fréquente des classes supérieures sur son lieu de travail, il aura tendance à adopter leurs pratiques. Croyez-moi, c'est dans le bouquin, je l'ai lu. Ces différences sur la représentation des corps, elles s'appliquent aussi aux enfants. C'est ce qui est expliqué dans l'article sur le petit déjeuner par Le Pape et Pless. Les normes de corpulence enfantine varient fortement d'un milieu social à l'autre. Dans les classes sociales supérieures, le corps idéal enfantin est svelte, tonique, conforme à l'apparence d'excellence qui caractérise également la corpulence idéale des adultes. Mais les personnes issues des classes populaires interrogées par les autrices ont une vision bien différente. Les enquêtés font référence à des normes de corpulence qui sont plutôt celles des classes populaires, valorisant les rondeurs de l'enfance comme signe de bonne santé. Les petits mangeurs sont davantage source de préoccupation, comme on l'analysera plus tard, tandis que les bons mangeurs, joufflus, sont perçus comme de bonne nature. Bon, on a vu beaucoup de choses dans cet épisode, on vous propose un petit résumé comme d'habitude. L'alimentation est un fait social. Les différentes classes ne mangent pas la même chose et pas de la même façon. Il y a des enjeux budgétaires, mais il y a aussi des enjeux sociaux et d'appartenance qui dictent les conduites, comme on l'a vu par exemple avec la consommation de viande. Comme beaucoup d'autres choses, les goûts alimentaires sont en constante évolution et sont situés socialement. Les goûts des classes populaires peuvent être jugés avec mépris par les classes supérieures par exemple. Relire Bourdieu, nos goûts sont des dégoûts, vous connaissez. Les goûts, finalement, sont des dégoûts. Les classes supérieures lient beaucoup l'alimentation à la santé, mais aussi à une certaine représentation du corps, y compris pour les plus jeunes. Pour les classes populaires, la priorité est l'abondance, le plaisir et l'accès à certains biens de consommation comme la viande ou la Elmorgen pour faire plaisir à leur entourage ou à leurs enfants. Bon, c'est une émission de vulgarisation, donc on a un peu simplifié, mais il y a aussi la question des professions intermédiaires qui ont des pratiques un peu différentes. Oui, puis il y a évidemment d'autres clivages que celui de la classe sociale qui rentre en jeu. On en a un peu parlé avec la question de la maigreur. Et oui, les questions de genre, c'est un clivage assez important quand on parle de l'alimentation. Le pinard et surtout la viande. Les hommes consomment bien plus de viande que les femmes, et ce, toutes classes sociales confondues. C'est particulièrement marqué chez les hommes à fort capital économique mais à faible capital culturel, qui voient la viande comme un truc un peu prestigieux et gastronomique. Je sais qu'il y a un impact environnemental, mais c'est pas ça qui va me faire changer mon alimentation. Nicolas, cadre, marié, 2 enfants, région parisienne. On a vu émerger dans ces milieux des pratiques de consommation de viande en lien avec les traditions françaises, dans une ambiance très masculine. Ouais, vous savez, c'est des mecs d'école de commerce, ils mettent un béret et ils organisent un événement qui s'appelle la Boostify des Gaulois bon vivant, cancer colorectal, vivement le deuxième film Kaamelott, le gras c'est la vie. Pierre nous reçoit à Bon Vivant Paris. Un petit pâté en croûte. On a un petit pâté en croûte à Saint-Etienne. Pâté croûte au Maury. Ouais. Une petite saucisse artisanale de Manu Chavassieux dans la Haute-Loire. Et une bonne miche de pain de chez Dupin avec plein de quilles, il n'y a plus qu'à les ouvrir.
La question de l'alimentation et de la masculinité, beaucoup en ont parlé avant nous. C'est le cas notamment de Sandrine Rousseau, qui s'est fait harceler pour ça. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une bataille culturelle vraiment à mener pour rendre attractif le repas végétal et que ça ne soit pas non plus un symbole, allez je le dis, quand même de virilité que d'aller manger une entrecôte sur un barbecue. La journaliste Nora Boisouni a travaillé sur ces questions et est autrice de plusieurs livres sur le sujet. Quand on pense qu'il n'y a que avec les protéines animales qu'on peut être en bonne santé et qu'on peut être fort, bah ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui on a des gens, a fortiori des hommes, qui pensent que c'est le seul moyen d'être en bonne santé et qu'on va manger autrement et être en bonne santé et être un vrai mec. Bon, on va pas plus développer, c'est un sujet très vaste, mais on vous a donné quelques références, vous pouvez aller creuser de votre côté. Mais ça nous a permis de montrer que les clivages liés à l'alimentation traversent toute la société et ne concernent pas uniquement les différences entre classes sociales. C'est ce que nous disent les sociologues Philippe Cardon, Thomas Depecker et Marie Pless dans leur ouvrage Sociologie de l'alimentation paru en 2019. L'alimentation n'est pas que la réponse mécanique à un besoin physiologique, c'est un fait social. Ainsi, l'alimentation est prise dans un réseau plus large de normes et de contraintes qui donnent à voir en miroir la structuration collective d'une société et ses transformations. C'est ça, l'alimentation, c'est un miroir de notre société. C'est un miroir des clivages entre les classes sociales, entre hommes et femmes, entre ruraux et urbains, et entre les différentes nationalités. L'alimentation est à la fois un enjeu économique, un enjeu culturel, un enjeu écologique, un enjeu de santé, un enjeu identitaire, bref, la bouffe, c'est politique. Oui, et ça, l'extrême droite l'a bien compris. La promotion d'une consommation massive de viande rouge, et particulièrement de viande de porc et d'alcool, c'est politique. Oui, ça participe à l'élaboration d'un discours sexiste, raciste et anti-écologique autour de l'alimentation. Mais alors nous, à gauche, qu'est-ce qu'on peut proposer ? On connaît les discours antispécistes, la promotion d'autres régimes alimentaires qui réduisent ou suppriment la viande, on en a déjà parlé sur Blast, allez voir les autres vidéos. Mais on peut aussi poser la question en des termes économiques. L'INSEE a publié le 7 juillet dernier son rapport sur la pauvreté en France et, surprise, les inégalités atteignent des records. Des inégalités ? Dans la France de Macron ? Mais non! Mais hasard de dingue! Et qui dit augmentation de la pauvreté et des inégalités, dit augmentation des insécurités alimentaires. Ouais, toute une partie de la population a du mal à se nourrir correctement, on voit de plus en plus de monde devant les banques alimentaires, et ces mêmes banques alimentaires ont de plus en plus de mal à se fournir. Malheureusement, la quantité de produits n'est pas celle espérée par les bénévoles. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça. Avant, il y avait au moins 3 ou 4 fois de plus. Et ça, c'est une catastrophe pour la santé. Quand on est pauvre, on diversifie moins son alimentation, et les aliments moins chers sont souvent de moins bonne qualité. Oui, et puis tout simplement, on peut moins faire plaisir à son entourage ou à ses enfants. Donc que vous ayez une conception de l'alimentation qui soit basée sur la santé ou sur l'abondance, bah dans les deux cas, c'est pas ouf. Mais et puis ça va pas s'améliorer avec le budget de Bayrou, là. Rends les jours fériés, François. Pourtant, des gens de gauche ont pensé à des solutions pour que tout le monde puisse se nourrir mieux. L'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation a émergé vers 2017, à l'initiative de plusieurs associations et syndicats, comme la Confédération Paysanne ou le réseau Salariat. Le principe ? Permettre à chacun et chacune d'avoir accès à une alimentation de qualité grâce à une carte de paiement spécifique financée par les cotisations. Un genre de carte vitale de la bouffe, quoi. Le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation évoque la somme de 150 € par mois, qui pourrait être utilisée que dans certains endroits. Et uniquement auprès de professionnels conventionnés. C'est-à-dire qu'on va soutenir la production alternative à la production de l'agrobusiness. On ne va pas conventionner la grande distribution capitaliste, on ne va pas conventionner les producteurs industriels de cochons et tout ça, sûrement pas. Et oui, l'alimentation est un droit, pourquoi ne pas la socialiser ? Et c'est sur les sages paroles de ce bon vieux Bernard que s'achève cette première saison de Contraste. On espère que ce format vous aura plu. Si vous avez des envies pour la deuxième saison, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, cette année, on a essayé de vous expliquer comment les sociologues travaillent, comment ils enquêtent, on a essayé de vous présenter des méthodes, des concepts, des travaux. Et on a voulu vous montrer que même les sujets les plus anodins en disent beaucoup sur notre société. Car on vit dans une saucisse. Bah super le mot de la fin, avec tout ce qu'on a dit sur la viande en plus. Car on vit dans une boîte de pois chiches. À méditer. Notre pâte à tartiner. Une pâte à tartiner. Que d'apprendre à son enfant de repérer là, je sais pas comment on dit, je sais pas faire ces trucs. La dernière fois que j'ai été dans un Buffalo Grill, j'ai dit « Vous savez quoi de végétarien ?»